Il est très difficile d'identifier les faux dieux car ils sont les maîtres de la dissimulation et de la duplicité. Bien que fourbes et sournois, meurtriers et menteurs depuis l'origine du monde, et la première étincelle du temps zéro, ils peuvent apparaître lumineux et bons, élaborer des discours d'une très haute spiritualité et d'une profondeur qui ferait se pâmer d'admiration le plus évolué des philosophes. C'est pourquoi, en la matière, confronté à l'invisible, il est essentiel de toujours s'en tenir aux faits. Ils sont les démiurges, les faiseurs de miracles, les thaumaturges, les enjôleurs, les rois de l'éloquence et de la séduction. Impossible de démêler le vrai du faux dans tout ce qu'ils racontent. Ils tissent leur toile patiemment, et lorsqu'enfin celui qu'ils convoitent découvre leur objectif secret, souvent il est déjà trop tard. Un clignement d'œil et l'ombre se referme sur lui. Beaucoup ont cru les reconnaître, sans savoir qu'ils se tenaient en face d'une illusion. Certains peuples les ont vus alors qu'ils se présentaient sous les traits flamboyants des dieux de l'Olympe, des géants hauts de 3 mètres, parfois spirituels et toujours d'une beauté majestueuse. D'autres ont cru que leurs dieux arrivaient de la mer et qu'ils étaient mi-hommes, mi-poissons. Nombreux sont ceux qui ont reconnu en eux des humanoïdes reptiliens, moitié serpents, moitié dragons. Toutes ces espèces ont très probablement existé. Elles ont même développé des civilisations tout au long de la très longue histoire de la Terre. Mais toutes ont connu le même sort que l'humanité. Créées par les archontes, sur la base d'un ADN modifié, elles ont servi durant des millénaires les intérêts des faux dieux, jusqu'à ce que leur temps soit achevé et que le dernier des derniers cycles de leur espèce ait enfin refermé la boucle. D'autres prophètes encore ont rencontré des bœufs, des cerfs, des hiboux, des animaux de toutes sortes, des petits êtres gris aux yeux profonds et noirs, des monstres ailés, des hybrides reptiliens effrayants, des insectes géants, tous doués de paroles ou télépathes, et prompts à la métamorphose. Mais tous ces êtres n'étaient qu'une apparence, un leurre, des chimères, des véhicules temporaires utilisés par les faux dieux pour mieux tromper les hommes. D'autres ont également vu des créatures difformes de l'astral, des entités inférieures, des parasites à doigts fourchus, mi-crabes, mi-araignées, ou encore des sortes de cnidaires gélatineux, comme des méduses, et ce n'étaient toujours pas les faux dieux. Les archontes n'ont rien de commun avec l'ADN, et il n'y a rien de l'ADN en eux. Dans le royaume originel, ils s'apparentaient à la famille des éléments. Cependant, ils dépassaient cette famille, car à eux seuls, ils possédaient les facultés et les potentiels des 4 éléments réunis. Dans la matrice qu'ils ont créée, ils peuvent donc se présenter à volonté et selon les circonstances, sous la forme gazeuse, solide, liquide et incandescente, car le feu bouillonne aussi en eux. Ils peuvent adopter toutes les formes, même celles que nous sommes à 1000 lieues de pouvoir imaginer. Ils sont la somme des 4 éléments. Ils sont le 5e élément, c'est cela que sont les faux dieux, et c'est pourquoi il est si difficile de les identifier formellement. À l'état liquide, leur état de prédilection, ils sont visqueux et noirs comme du pétrole, un liquide obscur et étrange capable de passer à travers la matière la plus imperméable. Ils peuvent apparaître aussi sous la forme d'une fumée noire, d'une poudre noire plus fine et plus légère que la poussière la plus microscopique. À l'état de feu, ils sont un foyer ardent, étincelant de flammes rouges et noires qui ne se consument jamais et qui diffusent une lumière pâle dans l'obscurité. Ils peuvent à tout moment passer d'un état à un autre et prendre, à l'état solide pour quelques heures, la forme et l'apparence de n'importe quel objet, de n'importe quelle créature, même humaine. Mais quelle que soit l'apparence choisie, ils ont toujours les yeux noirs. Que ce soit sous forme liquide ou de brouillard, ils peuvent pénétrer à l'intérieur de n'importe quelle espèce vivante à travers les pores de la peau. Ils prennent alors le contrôle de leur hôte
à la façon d'un parasite et l'habite quelques heures, voire quelques jours, jusqu'à ce que l'ADN se désagrège, consumé par un feu intérieur. Dans tous les cas, ils redoutent la lumière du soleil car ils ne peuvent supporter le rayonnement en provenance de la matrice christique. Si nous pouvions capturer un échantillon de cette fumée noire flottant dans les airs et si nous pouvions l'observer au microscope électronique, nous nous rendrions compte qu'elle est en fait composée de milliards de tout petits serpents noirs luisants. Fusionnant en une seule conscience, ils sont la monade, dotée d'un cerveau mère. Séparés, ils sont la horde, la multitude, les légions, et se meuvent en blocs composés de milliards de ces petits serpents comme dirigés par un cerveau autonome. Sous forme de légions, ils peuvent prendre toutes les apparences et se présentent aux hommes comme s'ils étaient des dieux. En réalité, ils sont les profanateurs de monde. Ils grouillent dans le pétrole, auquel ils insufflent leur pouvoir, ce qui leur permet d'étendre leur influence sur toute la surface de la Terre. Leur toute-puissance est naturellement centralisée dans les pays producteurs. Il y a évidemment l'Arabie Saoudite. Notez que c'est ici que se trouve la Mecque et en son centre la Kaaba, un cube à l'angle sud-est duquel se trouve la pierre noire, vénérée par les hommes depuis les temps immémoriaux. Une pierre qui fut brisée par un coup violent et dont les morceaux sont réunis de nouveau. Les pèlerins doivent tourner autour de cette pierre noire à 7 reprises, symbolisant les 7 sphères de densité de la matrice artificielle dans laquelle nous sommes tous enfermés et nourrissant ainsi un immense égrégore. Parmi les pays producteurs de pétrole, on trouve l'Iran, l'Irak, la Russie, la Chine, les États-Unis et tant d'autres nations encore. Arrêtons-nous un instant sur le Kazakhstan dont la nouvelle capitale surgie de terre récemment est entièrement dédiée aux archontes. Cette ville, bâtie avec l'argent du pétrole, a pour nom Astana, c'est-à-dire à Satan. Autre zone de concentration des faux dieux, le Texas. À noter que parmi les 4 derniers présidents américains, 2 proviennent du Texas et un 3e de l'Arkansas, un État voisin dont nous reparlerons. Les légions noires s'infiltrent depuis le centre de la Terre et remontent jusqu'à la surface où elles peuvent se concentrer dans des lieux conçus exprès pour les accueillir. Des lieux de culte, des lieux de cérémonies et de rituels de tout ordre. On reconnaît ces sites par leur sol, généralement pavés de noir et de blanc. C'est là qu'ils se concentrent, invisibles à l'œil nu, sur les dalles noires. Stanley Kubrick, initié au secret de la matrice, choisit un monolithe noir pour représenter la divinité dans son film culte 2001, l'Odyssée de l'espace, et ce n'est nullement un hasard. Alors, si nous nous en tenons à la représentation du monde tel que la NASA nous le présente, nous pouvons dire que les faux dieux sont présents dans tout le système solaire. Il n'empêche, la 7e sphère est leur domaine de prédilection. Cette sphère est située au plus près des soleils intérieurs des planètes qu'ils parasitent. Ils vivent et règnent à l'intérieur des planètes, sous la surface, ce qui leur permet de surveiller les portes donnant directement sur la matrice originelle. La tradition nous enseigne que dans le premier âge temporel, les titans parvinrent à isoler et à stabiliser notre système solaire dans une dimension intermédiaire. Commença alors pour eux le grand partage du pouvoir sur les planètes qui déboucha sur des conflits tutélaires. Une histoire que nous connaissons sous le nom de guerre des titans. Cette période s'acheva avec la disparition forcée des démons anciens et leur mutation en une forme de vie plus adaptée au temps nouveau. Ce fut un temps suspendu de la matrice artificielle durant lequel chaque expression de la vie s'adapta à la nouvelle situation sans interférer sur les autres. Mais la Légion Noire, la force primordiale à l'origine de ce chaos, était toujours à l'œuvre dans les profondeurs de l'astre noir.
Un long temps en sommeil après avoir failli se perdre lors des guerres titanesques, elle était en train de s'éveiller et de se diviser en multitudes, en légions. Ni la brûlure, ni la douleur n'avaient pu apaiser sa folie et sa colère. La Horde se relevait de son premier échec et travaillait déjà à de nouvelles alliances pour recouvrer sa puissance et sa domination sur l'œuvre dégénérée qu'avait conçue son imagination morbide. Une création qui est en porte-à-faux par rapport au royaume, ce langage mathématique à multiples dimensions qui n'a de cesse d'essayer de la réintégrer dans son équation. C'est d'ailleurs une des tentatives de correction de la matrice originelle, plus puissante que les précédentes, qui mit un terme définitif au monde des titans, dont nous retrouvons encore quelques traces sur la Terre. Des 13 entités originelles, il n'en restait plus que 7, plus 2, plus 1, pour régner sur toutes les lignées. Le second temps, le temps de la matrice artificielle telle que nous la connaissons, commence après la mutation des titans et leur adaptation sous forme de monades, capables de se dissocier pour créer les légions noires et les faux dieux, des entités polymorphes. Le second temps concerne une période qui se compte en centaines de millions, voire en milliards d'années. Le second temps a vu éclore plusieurs espèces dominantes sur la Terre, toujours sous contrôle des archontes. L'époque actuelle est dominée dans cette zone de la matrice artificielle par l'espèce humaine. Nos plus vieux textes nous content des événements qui se rapportent au dernier cycle de 26 000 ans du second temps. Ces légendes anciennes décrivent les turpitudes de ces dieux belliqueux et cruels qui côtoyèrent les hommes sous diverses apparences en fonction des espèces antérieures qu'ils choisissaient d'utiliser pour apparaître aux hommes. Dans les textes sumériens, on les a appelés les Anunnaki. Dans la Bible, on les a appelés les Elohim. Les Grecs les appelleront les Olympiens, etc. Tous ces récits nous révèlent que le temps n'a en rien apaisé la nature des archontes. Au contraire, le cortège d'abominations dont ils se sont rendus coupables a renforcé leur détermination et les a endurcis sans jamais étancher leur soif de puissance, et sans jamais calmer la colère qui gronde en eux. Car en créant ce système, ils s'étaient rendus compte, trop tard, qu'ils s'étaient piégés eux-mêmes. Leur rébellion serait un voyage sans retour. Il est important de comprendre que les faux dieux sont des étrangers au cœur même de la matrice qu'ils ont conçue. Ils sont à la fois à l'extérieur et au centre de celle-ci. Ils disposent d'un crack-code leur permettant d'interférer avec la matrice artificielle et de la modifier à volonté, mais ils ne peuvent se manifester directement à l'intérieur de cette matrice. Ils sont infiniment libres et en même temps esclaves des règles et des lois qu'ils ont mis en place, contraints d'adapter perpétuellement leur œuvre, de moduler et de composer avec des énergies immenses pour maintenir leur création en équilibre. C'est ainsi que les légions eurent l'idée de manipuler l'ADN afin de créer des robots biologiques destinés à servir leurs intérêts et grâce auxquels ils pourraient enfin asseoir leur pouvoir sur la matrice. Aujourd'hui, à en croire la NASA, nous envoyons dans l'espace des sondes qui explorent le système solaire à notre place. En toute logique, l'évolution de la science nous permettra un jour d'envoyer des androïdes sur des planètes hostiles. C'est la meilleure façon d'explorer un milieu dans lequel nous ne pourrions pas vivre. Si demain nous en avions la possibilité, l'ultime développement de la conquête spatiale nous amènerait à concevoir et à envoyer dans l'espace des cyborgs conçus à notre image. Dans la troisième sphère de la matrice artificielle, notre dimension, les faux dieux qui sont contraints de vivre à l'intérieur des planètes, sous la surface, et de se déplacer d'une planète à l'autre dans des caissons isolants que nous appelons les ovnis, rien à voir avec les ovnis tôles et boulons qui sont de fabrication humaine, ont opté pour une solution similaire afin de coloniser leur monde. Il leur a été facile de concevoir un robot entièrement
basée sur les briques d'ADN présentes en abondance dans tout le système solaire et qui offre de grandes possibilités d'adaptation et dont l'une des facultés essentielles est de pouvoir se réparer elle-même. En fonction de l'évolution des conditions de vie sur la Terre, ils ont donc successivement façonné différentes créatures à partir d'échantillons d'ADN existants à l'état naturel. Leur but était d'obtenir des êtres corvéables, capables d'effectuer à leur place, sans protection, toutes sortes de missions dans un milieu qui leur était hostile. Les millénaires s'écoulèrent ainsi comme s'écoulent les jours, et les jours étaient pour eux comme les millénaires, jusqu'à ce qu'arrivent les jours d'aujourd'hui qui sont les jours des hommes. Si l'on tient compte de ce que nous avons dit plus haut au sujet du jardin d'Éden et de l'ADN, comment faut-il comprendre ce passage de la Bible? Genèse 2,15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Est-ce l'homme qui doit cultiver et garder le jardin d'Éden? Ou bien est-ce l'Éternel qui doit éduquer et surveiller l'homme après l'avoir créé sur la base d'un champ d'ADN? Parfaite et qui est loin de représenter l'intelligence humaine, mais qui sert par exemple à vérifier un certain niveau de perte cognitive dans les AVC. C'est un des premiers rôles du QI dans l'histoire, c'était de vérifier quand quelqu'un avait eu un trauma, s'il avait eu des pertes cognitives ou pas. Et ça permettait d'avoir une mesure reproductible assez simple. Mais à partir du moment où une intelligence artificielle arrive à passer des tests de QI, on a deux solutions. Ou bien on se dit, ça y est, on est cuit, on est foutu, parce que maintenant le robot est aussi intelligent que nous. Soit on se dit, le QI est au cerveau ce que l'ombre est à la main. Bon. L'ombre de ma main, elle peut vous apprendre beaucoup de choses sur ma main, c'est vrai, mais ce n'est pas ma main. Il y a tout un tas de choses qu'elle ne prend pas en compte. Bien, interrogeons-nous sur cette notion d'intelligence. Il y a des chercheurs à Caen qui sont amusés à mettre un calculateur prodige qui s'appelle Rudiger Gamme et qui calcule des divisions de nombres premiers jusqu'à la 60e décimale de tête. Et ils l'ont mis en imagerie, puis ils l'ont comparé à des gens, entre guillemets, normaux. Et donc là, vous voyez le résultat, c'est une tomographie à émission de positrons, ça mesure la consommation de sucre, pour simplifier. Ça mesure la consommation de sucre comparative de différentes aires du cerveau.
Et en rouge, vous avez Rüdiger Gamm. En rouge, vous avez uniquement les aires du cerveau qui sont mobilisées par Rüdiger Gamm pour son calcul mental et que par lui, et en rouge et en vert, vous avez celles qui sont mobilisées par lui et par les autres. C'est-à-dire, vous mettez 30 personnes en imagerie, vous leur demandez de faire des calculs mentaux, genre 6 x 7, etc. Pas trop du par cœur quand même, des calculs un peu, pas par cœur, 12 x 13, des choses comme ça. Et puis, vous regardez la partie de leur cerveau qui s'active en moyenne, la partie du cerveau qui s'active en moyenne chez Rüdiger Gamm, et en rouge, vous mettez la différence. Voilà. Et ça, c'est super intéressant. Parce que ce que vont découvrir ces chercheurs, c'est que Rüdiger Gamm, il utilise sa mémoire spatiale pour compter. On le savait depuis un certain temps. Parce que le neurone, en fait, c'est pas du tout là pour le langage. Dans l'évolution, le neurone, c'est là pour le mouvement. Dans l'évolution, le neurone, il apparaît pour le mouvement. Au tout début, il apparaît chez les ancêtres des coraux pour balancer des dards empoisonnés. Le premier neurone connu dans l'évolution, c'est ça. C'est un machin qui sert à envoyer un dard empoisonné. Et ensuite, c'est chez les méduses. Et ça sert à coordonner un mouvement de propulsion, qui est d'ailleurs le mouvement de propulsion le plus efficace énergétiquement sur Terre, le mouvement des méduses. Et c'est à ça que ça sert un neurone. Ça sert pas à parler, ça sert pas à penser, ça sert au mouvement. C'est tout. Et ensuite, petit à petit, notre cerveau, qui en a beaucoup des neurones, 86 milliards, et alors en synapses encore plus, bien sûr, c'est des centaines et des centaines de trillions, eh bien rapidement, notre cerveau va recruter des neurones qui sont là pour le mouvement pour faire autre chose. Et en fait, on observe par exemple ici, là, ce que vous voyez ici, c'est le cervelet. Alors, le cervelet, c'est un peu la carte graphique du cerveau, c'est ce qui nous sert à marcher, à danser, à adopter une posture en général, mais surtout quand on essaie de la coordonner, donc comme la danse, la natation synchronisée, etc. Et lui, il utilise son cervelet pour faire des maths, voilà, entre autres. Et puis, il va utiliser ses réseaux préfrontaux, associés à la mémoire épisodique. Alors, ça, c'est vachement intéressant parce que on m'a laissé une bouteille. Imaginez que ça, c'est un problème mathématique. Bon, ça a un certain poids, c'est un certain encombrement. Ça, c'est un problème mathématique et ça, c'est votre cerveau. Eh bien, vous et moi, le problème de diviser deux nombres premiers jusqu'à la 60e décimale, vous et moi, on va l'attraper comme ça. Voilà. C'est pas la bonne façon de faire. Et puis là, pareil, vous allez me dire merci d'être venu, Idriss, mais parce que ça se voit avec la main, en fait. Parce que notre main, on la voit. Mais notre cerveau, on ne le voit pas. Là, je suis en train de vous donner de la connaissance, et vous voyez absolument pas comment votre cerveau l'attrape. Votre cerveau l'attrape, mais vous ne savez pas si c'est ergonomique. Et je peux même vous dire qu'en général, ça ne l'est pas. Parce que l'ergonomie cérébrale, l'ergonomie manuelle, il a fallu des dizaines de milliers d'années. Hein. Les paléoanthropologues regardent l'évolution de la façon dont on taille le silex et la façon dont on attrape la pierre pour bien tailler le silex sans se couper la main. Enfin, l'ergonomie, ça ne va pas de soi. L'ergonomie de la main, il a fallu des dizaines de millénaires pour l'atteindre. Eh bien, l'ergonomie du cerveau, c'est aussi un enjeu aujourd'hui. Le problème, c'est que nous, les humains, on a un cerveau de chimpanzé plus ou moins. C'est-à-dire qu'on voit surtout le monde tangible. Le monde tangible, notre cerveau n'a aucun effort à faire pour le percevoir. Parce que notre cerveau a évolué pour le monde tangible. Pourquoi ? Parce que c'est le monde tangible qu'on peut manger, ou qui peut nous manger. Donc dans l'évolution, le neurone, c'est du concret, c'est du mouvement, c'est pour fuir, c'est pour percevoir, c'est pour mordre, c'est pour manger ou éviter d'être mangé. L'intangible, l'immatériel, notre cerveau est capable de l'imaginer, mais ça lui demande un effort. Systématiquement, l'immatériel demande un effort. Et c'est pour ça qu'à Singapour, par exemple, ils ont parmi les meilleures techniques d'enseignement des maths au monde, parce qu'ils concrétisent des maths. Ils les rendent les plus concrètes, les plus tangibles, les plus sensuelles possibles. Et évidemment, on est donc capable de faire de l'abstraction, mais ça demande des efforts. C'est pour ça qu'une œuvre d'art abstraite est beaucoup plus chiante à regarder qu'une œuvre d'art figurative. Parce que le figuratif, c'est concret, c'est direct, notre cerveau perçoit ça, l'abstrait, ça demande un effort. Or, il y a une règle absolue en neurosciences, c'est que tout ce qui demande un effort est impopulaire pour le cerveau, tout ce qui demande un effort est impopulaire, et tout ce qui ne demande aucun effort est populaire. Je vous laisse envisager les conséquences politiques de cette règle. Ce qui fait que vous pouvez vendre, quand vous êtes Hitler dans les années 30, vous pouvez vendre que tous les problèmes se réduisent finalement aux Juifs, c'est parce que c'est super simple à imaginer ça. Il n'y a pas d'effort à faire, c'est simple, c'est une narration qui va. Et notre cerveau, en fait, quand il doit choisir entre une narration simple et fausse et une narration compliquée et vraie, en général, il va choisir la narration simple et fausse. Et si on en revient donc à la bouteille, Rüdiger Gamm, il l'attrape comme ça. Et comme ça veut dire qu'en fait, ça, ce que j'ai montré, là, mon petit doigt, ça représente ce qu'on appelle la mémoire de travail dans notre cerveau. La mémoire de travail, c'est le post-it du cerveau. Ça sature à 15 secondes. Qu'est-ce que j'ai dit à 15 secondes ? Oui, c'est d'ailleurs pour ça que c'est débile de poser cette question en classe, parce que
la mémoire de travail, elle sature très vite. Elle n'est pas là pour faire de la rétention à long terme. On a d'autres mémoires. On a la mémoire spatiale, dont on se sert pour savoir où on a garé sa bagnole. La mémoire épisodique, dont on se sert pour savoir ce qu'on a mangé le matin. La mémoire procédurale, dont on se sert pour faire un nœud de cravate, ou pour marcher, ou pour faire du vélo. Et ces trois mémoires, spatiale, épisodique, procédurale, elles ont une très bonne stabilité. On pourrait rajouter la mémoire olfo-gustative, qui est peut-être la plus stable de toutes et qui résiste même à Alzheimer. Eh bien, ces mémoires-là, ces gens-là ont tendance à les mobiliser pour faire leur calcul mental. Alors, le titre public de cette conf, c'était « Comment muscler son cerveau ?» La réponse, c'est qu'en fait, le cerveau n'est pas du tout un muscle et qu'on ne peut pas le muscler. Pourquoi? Parce que nos muscles, quand on les entraîne, ils gonflent. Nos muscles, ils gonflent parce qu'on n'est pas des insectes. On a un endosquelette. Nos muscles sont sur le squelette. Alors que chez les insectes, ils sont dans le squelette. Et c'est pour ça que les insectes muent. Parce qu'au bout d'un moment, leur squelette est trop petit. Eh bien, nous, on a un endosquelette. Et donc, quand on gonfle, quand on entraîne nos muscles, ils gonflent. Mais notre cerveau, il est dans la boîte crânienne. Il ne peut pas gonfler. Donc, quand on l'entraîne, eh bien, il se réorganise. Mais il doit travailler à masse constante, alors que le muscle ne travaille pas à masse constante quand on l'entraîne. Le cerveau, si, il travaille à masse constante. Quasiment, il y a un peu de neurogénèse chez l'adulte, on perd aussi des neurones, mais on va dire qu'il bosse à masse constante. Et du coup, c'est surtout le logiciel qui change. Et clairement, je peux vous dire que Alexis Lemaire, il n'est pas sous Windows. Alors, en quoi c'est intéressant de développer tout ça?